Alors, moi, je vais parler très vite. Je vais juste vous présenter l'objet du débat. Je fais partie du réseau Justice pour Sankara, juste pour l'Afrique. Un juge burkinabé a déposé une demande, a lancé une commission rogatoire et déposé une demande d'enquête parlementaire. Et comme on n'a pas de réponse, nous nous sommes dit que la meilleure façon de faire pression, c'est de rassembler les gens qui sont victimes et du secret défense. Et vous verrez que le secret défense, même une fois qu'il est levé, ça ne veut pas du tout dire que les archives sont disponibles. Juste un petit rappel sur l'affaire Sankara. Donc, depuis l'insurrection, il y a un juge qui a été nommé, qui fait bien son travail. On va chercher une chaise. Il a terminé à peu près l'enquête sur ce qui s'est passé sur le lieu de l'assassinat, et avec des éléments qu'il a que je ne connais pas, il a décidé qu'il fallait enquêter en France. C'est la raison de sa demande. Nous avions déjà sollicité des députés pour qu'ils lancent une enquête parlementaire. Ça a été fait 2 fois. Pendant 4 ans, nous n'avions pas eu de réponse. Et la réponse qu'on a eue de Barthelone, c'était, avant évidemment que le juge s'adresse à la France, c'était que ça ne concernait pas la France, et donc la réponse était négative. Alors, dans notre campagne, nous avons donc des contacts avec des députés. Et en fait, j'ai reçu hier une demande écrite de la part du groupe CRC au Sénat, qui doit être le front de gauche, j'imagine, et qui donc pose des questions au gouvernement. C'est ce qu'on appelle une question écrite auquel le gouvernement est invité à répondre dans les 2 ans, mais la personne qui m'a envoyé ça m'a expliqué que même si le gouvernement ne répondait pas, il n'y avait pas de sanction contre lui. Voilà. Dernière chose, Mariam Sankara nous a envoyé un petit mot de soutien dans lequel, je ne vous lis pas tout, cette initiative commune est opportune car seuls nous ayons du mal à nous faire entendre. En cette période électorale, nous ne devons pas baisser les bras, raison pour laquelle je suis de tout cœur avec vous et espère que nous arriverons à convaincre les politiques qui aspirent à conduire les affaires de la France. Voilà. Donc nous allons... Je vais vous donner les ordres. Moi, j'ai terminé. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire Sankara, vous avez le site thomassankara.net qui fait ici des temps en long et en large et en travers. Donc, nous avons, après moi, Mehdi Lalaoui, qui est réalisateur, président de l'association Au nom de la Mémoire, qui témoignera des blocages sur ses travaux de préparation de films sur le 17 octobre et le massacre de Sétif. Ensuite, nous aurons Henri Pouillot, qui vient d'arriver. Voilà, qui est là, qui est un des dirigeants de sortir du colonialisme, qui a d'autres titres, mais comme on est obligé d'aller vite, il parlera de l'affaire Maurice Fondin. Ensuite, nous aurons Armel Mabon qui travaille sur le massacre du camp de Taroy. Ensuite, nous aurons François Graner, qui est un chercheur qui va intervenir sur les questions du Rwanda. Ensuite, nous aurons Bachir Ben Barka, qui fera l'historique du secret défense dans l'affaire Ben Barka. Et ensuite, nous aurons Elisabeth Borrell qui témoignera de son combat pour connaître la vérité sur l'assassinat de son mari. Et nous avons aussi les amis de Ghislaine Dupont et Maurice Verlon, qui n'étaient pas prévus parce qu'on a mis du temps à les joindre, mais qui seront présents et auxquels on laissera aussi la parole. Voilà. Donc je passe la parole à Mehdi. Je voulais juste dire que dans le courant du débat, je ferai signer une pétition qui s'appelle nous avons déjà près de 6000 signatures, pétition pour la levée du secret défense et l'ouverture d'une enquête parlementaire du Parlement français sur les conditions de l'assassinat du président Sankara et de ses compagnons. Je la ferai circuler pendant le débat. Bien, tu m'as donné 10 minutes, je crois. Je fais ça... 3, il reste plus rien. D'accord, ok. Bon, d'abord, merci d'être venu à cette réunion où il va y avoir un certain nombre de cas concrets sur lesquels nous avons eu à travailler ou à nous opposer. Le petit préambule que je voulais faire, c'est que dans toutes les histoires qui, moi, personnellement, m'ont occupé, m'ont préoccupé, sur lesquelles j'ai travaillé, il y a eu une façon systématique de tenter ou de dissimuler les événements. Alors, je vais vous citer des exemples concrets sur le 17 octobre
1961, sur lui-même 1945, mais je pourrais citer des exemples sur UVA, l'histoire de la grande UVA. Ce préambule pour dire qu'à chaque fois que j'ai eu à m'occuper d'histoire dont le but c'est de rendre visible, rendre compréhensible ce que que tous les citoyens de ce pays devraient savoir, ce qu'on nous cache, à chaque fois je me suis aperçu qu'il y avait dissimulation. Les dissimulations arrivent très très tôt, n'arrivent pas sur le tard. Les dissimulations arrivent au moment des événements. Je vais commencer par les événements qu'on appelle le 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, ce qu'on appelle les massacres de Sétif, ont lieu en réalité dans tout Constantinois, et les massacres dits de Sétif, Guelma, Karata ont lieu et se sont déroulés jusqu'à la fin du mois de juin. Et comme un historien ou un réalisateur citoyen travaille sur un fonds d'archives, il est bien évidemment obligé d'aller dans les fonds d'archives où on nous communique ou non des dossiers. Et donc pour le 8 mai 1945, mai-juin 1945, la source incontournable, ce sont les archives d'Aix-en-Provence. 70 ans plus tard, entre parenthèses, on ne sait pas le nombre de morts qu'il y a eu dans le Constantinois. Il y en a qui disent 1500, il y en a qui disent 15 000, il y en a qui disent 45 000. 70 ans plus tard, on ne sait non seulement pas le nombre de morts qu'il y a eu dans ces massacres, mais on nous donne des versions différentes, selon que ce soit les historiens ou l'État français, on nous donne des versions différentes avec des intitulés sémantiques différents. Révolte, djihad, émeute, et ces intitulés sémantiques ne sont pas bien sûr un hasard. Donc moi je suis allé aux archives d'Aix-en-Provence, et ce qui est communicable et lisible et accessible à tous, c'est un rapport d'un commandant de gendarmerie, un général de gendarmerie qui s'appelle Thubert, qui est accessible. Je dois dire avant ça que je suis allé à Aix-en-Provence dans le but de réaliser un film que j'ai réalisé pour la chaîne Arte, Les massacres de Sétif, un certain 8 mai 1945. Donc fort de cette commande d'Arte, j'ai pu avoir accès à un certain nombre d'archives administratives. Il s'est posé le problème à un moment où j'ai demandé un rapport d'un commissaire de police, le commissaire Berger, qui avait enquêté un petit peu plus loin que le commandant Thubert, justement sur les massacres de Guelma qui se sont déroulés jusqu'à la fin du mois de juin. Et là, 50 ans plus tard, parce que le film pour Arte, les massacres de Sétif, je l'ai fait en 1995, donc pour le 50e de cet événement, 50 ans plus tard, on m'a opposé un refus en disant qu'il fallait demander une autorisation à l'administration, ce que j'ai fait, arguant du soutien d'un et de plusieurs historiens importants sur la question. Et ce rapport m'a été refusé 50 ans après. Donc en tant que citoyen, ou on se conforme à ce que disent les autorités, ou alors on essaye de contourner les choses. Alors, moi j'ai contourné les choses, et je l'ai dit publiquement en 1995. J'ai volé le dossier, le rapport Berger, je l'ai photocopié et je l'ai mis dans le film. Voilà. Parce que, en tant que citoyen, j'estime qu'il est important que nous sachions tous ce qui s'est passé en mai-juin 1945 en Algérie, et qu'un rapport officiel, 50 ans plus tard, doit pouvoir être communiqué sans mettre en cause des personnes ou sans citer des noms, mais il doit être communiqué au grand public. Il y a 2 ans, donc on passe de 50 ans à presque 70 ans, je me suis aperçu que pour ce film, Les massacres de Sétif, j'ai pris des archives de l'ECPAD, l'établissement cinématographique et photographique des armées et de la défense, pour ce film porté donc, des archives qu'on a achetées, et il y a 20 ans, il y a 22 ans, on m'a donné des archives sur les événements du Constantinois. C'est drôle parce que l'armée, à chaque fois
qui a quelque chose de terrible, ne nomme pas les événements. Les événements d'Ouvéa, les événements d'Algérie, les événements du 17 octobre, les événements du Constantinois, etc. Et il a fallu attendre, donc, il y a 2 ans, 70 ans, pour que je m'aperçoive que les archives que j'avais achetées à un établissement public ont été, je le savais déjà, ont été nettoyées. J'ai retrouvé les morceaux qui avaient été nettoyés et qui montrent quoi? Qui montrent des soldats français sur des abstracts en train de fusiller des félins algériens. Quand j'ai acheté les archives en 1995 pour la chaîne franco-allemande Arte, on m'avait nettoyé ces archives. Voilà. Je les ai remis dans le film 20 ans plus tard, ce film qui est encore visible sur le site Mediapart, en expliquant cette histoire de même 50 ans après les événements, un établissement public peut nettoyer, peut dissimuler ce genre d'archives. J'en viens au 17 octobre 61. Le 17 octobre 61, ça a été, comme pour Sétif, comme pour un certain nombre d'événements, un combat public, un combat d'interpellation. Dans ce préambule que je vous ai fait, je dis que nous, citoyens, on veut la vérité sur des événements qui nous semblent graves, par rapport à la démocratie, par rapport aux valeurs de ce pays. Et à partir du moment où on nous dissimule des données publiques, il est important d'interpeller par des manifestations, par des colloques, par des réunions, par des pétitions. Et l'interpellation peut servir à soulever quelques fois le voile. Ça a été le cas pour le 17 octobre 61. Quand on a travaillé avec Agnès Denis, Anne Tristan, Samia El Messoudi sur cet événement-là, on a commencé par les fonds photographiques. Et le premier fonds photographique sur le 17 octobre 61, évident, c'est l'agence France Presse, AFP. Alors on a pour le 16 octobre 1961 des photos, plein de photos. On a plein de photos pour le 18 octobre 1961, mais il n'y a pas de photos sur le 17 octobre 61. Voilà. Donc on s'est dit, mais bon, Et au fur et à mesure qu'on a travaillé sur l'iconographie, sur l'image, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un travail de dissimulation, de disparition. Et ces disparitions, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, parce qu'on a fait ce film en 1991, Le silence du fleuve, mais Le silence du fleuve a permis d'être montré partout, a permis que des paroles sortent, que des témoignages se font, et que des morceaux d'archives sortent. Et encore, il y a quelques années, on a pu avoir accès à une liste un petit peu plus complète que la liste de notre ami paix à son âme, Jean-Luc Kennedy, sur le nombre réel de morts le 17 octobre 61. Donc, les histoires de dissimulation sont un fait constant, permanent, encore aujourd'hui, de la part de cette institution qu'on appelle l'armée, et que les citoyens ont la nécessité, les citoyens historiens, les citoyens cinéastes, les citoyens écrivains, les simples citoyens, d'interpeller pour qu'enfin on puisse avoir connaissance de la vérité. Je terminerai en disant que l'interpellation publique permet à des moments que des acteurs ou des témoins d'un événement sortent du silence, sortent du secret et puissent s'exprimer. On a vu les témoignages encore récemment sur toute une série d'histoires concernant la Nouvelle-Calédonie. Merci. Je vais essayer d'évoquer la question de Maurice Audin. Maurice Audin a été arrêté donc, dans la nuit du 10 au 11 juin 1957, pendant la bataille d'Alger. Cette bataille d'Alger qui a été un tournant important dans la guerre d'indépendance de l'Algérie, puisque c'est à la suite des pouvoirs spéciaux que l'armée a eu la possibilité de faire tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle voulait,
sans aucune limite et sans contrainte de la part des administrations. Et donc, Maurice Audin a été arrêté parce qu'il était membre du Parti communiste algérien et qu'à l'époque, il suffit de retrouver quelques textes là-dessus. L'armée considérait que les Algériens n'étaient pas capables de pouvoir construire des bombes, qu'il n'y avait que les membres du Parti communiste algérien qui étaient capables de le faire. C'est amusant, mais on retrouve toute une série de textes comme ça dans ce domaine. La version officielle a été que Maurice Audin s'est évadé le 20 juin 1957, et cette version officielle est restée valable jusqu'au 17 juin 2014. C'est assez surprenant, mais il y a bien eu le texte et la proposition de Pierre-Vinal Naquet qui a été largement avancé, personne ne croyant qu'il y avait effectivement une évasion de Maurice Audin, mais que Maurice Audin était mort sous la torture, mais jamais on a pu avoir d'autres informations, sauf le 14 juin 2014, où, à la veille de la remise du prix Maurice Audin à Paris, François Hollande a reçu Josette Audin, l'épouse de Maurice, et a déclaré que, en fonction, et les termes sont intéressants, en fonction de témoignages et de documents concordants, Maurice Audin ne s'était donc pas évadé, mais était mort en détention. Ça remettait donc en cause la version officielle, mais le problème aujourd'hui, c'est que ces documents et ces témoignages, personne ne les a vus, entendus, a pu les consulter. Donc, je ne sais pas qui les a consultés, qui les a recoupés, mais personne, ni historien, et même quand Josette Audin a été reçue par Hollande, elle n'a pas eu de précision dans ce domaine sur qui avait témoigné, quels étaient les textes, les documents concordants en question. Donc, alors moi, je suis un peu motivé par ces questions, puisque pendant la guerre d'Algérie, j'ai été affecté à la Villa Suzini la fin du mois de juin 1961 au 13 mars 1962. Et donc, la Villa Suzini, c'est le seul centre de torture qui a fonctionné en centre de torture toute la guerre d'Algérie à Alger. Il y a toute une série de centres de torture temporaires qui ont fonctionné dans plein d'Algérie, mais Le Pen a commencé au départ dans cette villa, et puis, moi je sais pas. J'ai la confirmation, par exemple, de façon très concrète, que l'officier qui a pris de la relève de notre unité à la Villa Suzini, puisque moi je suis parti le 13 mars 62, donc à peine moins d'une semaine avant la clôture, l'officier que j'ai eu au téléphone, mais qui ne veut pas le confirmer par écrit, m'a dit au téléphone que toutes les archives, tous les fichiers que j'étais moi chargé de gérer, puisque j'étais chargé des questions administratives, toutes les fiches avaient été jetées dans le jardin de la villa. Donc on ne retrouvera pas d'archives dans ce domaine. Cette partie-là sera disparue. Pardon. D'autre part, j'ai témoigné dans le film de l'ennemi intime sur un massacre qui a été fait à la suite de l'assassinat d'un jeune appelé qui était à quelques mois de la quille. Et dans les journaux officiels de l'armée, on voit deux types de documents qui apparaissent dans la version de ces faits, et l'officier qui était chargé de consigner dans ces documents d'archives de l'armée, il a témoigné au procès du général Le Schmitt qui m'avait mis en cause dans le film de l'ennemi intime, pour lequel j'ai fait un procès à son intention. Et dans ce témoignage, il n'a pas allé retrouver les textes qu'il avait écrits à ce moment-là. Et dans son témoignage, au lieu de 3 ou 4 morts qu'il annonçait dans le truc officiel, il en annonce quelques dizaines. Donc on voit comment, entre les archives officielles qu'on peut retrouver à un moment donné et les archives
de mémoire, et là c'était l'officier qui était chargé des archives officielles à ce moment-là. Donc on voit la différence sur ces questions. Alors, sur la question de Maurice Audin, moi je continue à essayer de travailler sur cette question de façon importante pour essayer de connecter la lumière jusqu'au bout. Et j'ai donc participé à l'appel des 171 personnalités qui ont fait cet appel et qui n'a toujours pas de réponse dans ce domaine. Et comme j'ai aussi une responsabilité d'ancien combattant président dans les Yvelines de l'Arac, pour lequel on va fêter le 100e anniversaire, j'ai profité de l'occasion où j'étais invité escalité pour provoquer le général Pierre de Villiers, le frère de Philippe, qui est le chef d'état-major des armées, qui venait à Versailles pour une manifestation officielle sur la guerre de 14-18. Et je lui ai remis une lettre ouverte en lui demandant comment on pourrait avoir effectivement ces documents et ces témoignages concordants de la disparition de Maurice Audin. Et dans cette lettre, j'évoque le fait qu'il y a un certain nombre de militaires encore vivants actuellement qui ont opéré dans cette période de la bataille d'Alger, dont le général Schmitt en particulier. Et le général Schmitt a été chargé en tant qu'officier de renseignement à enquêter sur les attentats du 3 juin et du 8 juin 1957, alors que Maurice Audin était arrêté le 11 juin. Et dans la lettre, j'évoque que je suppose, et je mets un point d'interrogation dessus, que le général Schmitt devait savoir, sans doute, comment était disparu Maurice Audin. Le résultat, c'est que j'ai été convoqué au tribunal de Marseille pour diffamation. J'ai été condamné à ce jour en première instance et en appel, et que pour le moment je suis en cours de cassation pour ce procès. Et pourtant, dans les documents du général Schmitt, il y a toute une série d'explications qui montrent que c'est plus que bizarre que le général Schmitt ne soit pas au courant, ne sache pas comment est disparu Maurice Audin. Et dernier aspect, où il y a eu des demandes concrètes de fait, au moment du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre d'Algérie, j'ai été invité à Alger pour cette manifestation, et j'ai eu l'occasion de rencontrer, parce qu'il y avait eu plusieurs articles de presse qui avaient été évoqués, sur le lieu où aurait pu être enterré Maurice Audin dans la banlieue d'Alger. Donc, je suis intervenu là-dessus. On a demandé aux autorités qu'il puisse y avoir des prélèvements du cadavre enterré dans ce cimetière qui n'a pas bougé, puisque le témoin en question a son oncle qui est enterré, ou un très proche qui est enterré juste à côté. Le cimetière n'a pas bougé. Et pour le moment, les autorités algériennes l'ont demandé, mais la France n'a toujours pas accepté de répondre à cet appel qui permettrait d'authentifier ou pas la question. Et Osarès, dans son livre, a aussi évoqué a confirmé dans le livre le témoignage qu'il a donné à Jean-Charles Degnaud que vraisemblablement Audin, comme ceux qui étaient disparus, étaient jetés dans des fosses dans cette région concrète évoquée dans cet aspect. Et donc, sur cette question, on est en attente d'avoir effectivement la fin de la question. Et il y a donc un des fils de Maurice Audin qui n'aura jamais su comment est disparu son père. Par contre, peut-être que les deux autres, sa fille et son fils qui restent encore, peut-être vont le savoir, mais Josette ne le sait toujours pas non plus. Bon, c'est difficile de reprendre, sauf qu'il y a un point commun entre Maurice Audin et Vincent Siaroy, c'est que il y a aussi des fausses communes, sauf que à la différence, c'est que moi je sais où elles sont. Voilà. Bon, donc moi, c'est depuis des années que je travaille sur les prisonniers de guerre indigènes durant la Seconde Guerre mondiale, et depuis dès 1996, donc ça fait maintenant 20 ans,
j'avais senti que le récit officiel de ce qu'on appelait la mutinerie de Thiaroye, c'est-à-dire que je dis qui sont ces hommes quand même, ce sont ceux qui ont été mobilisés pour combattre les Allemands en 1939, ont été faits prisonniers de guerre par les Allemands et ont passé leur temps de captivité en fait en France et non en Allemagne, parce que la France ne voulait pas des prisonniers de guerre indigènes sur leur sol. Et donc ceux qui ont été massacrés à Thiaroye, c'est ceux qui, c'est l'un des premiers contingents à quitter la France en novembre 1944 pour rejoindre donc Dakar, où ils devaient être démobilisés. Donc c'était toujours militaire. Hein. Donc c'était des anciens prisonniers de guerre, hein, rapatriés donc à Dakar. Donc, alors pour aller très vite, donc moi j'ai senti que le récit officiel ne collait pas, voilà, mais parce que je ne trouvais pas les archives, parce que je ne trouvais pas les circulaires officiels, parce que, bref, et puis, bon, c'est resté en suspens avec toujours des points d'interrogation dans la tête. Et quand François Hollande a fait un discours, son premier discours sur la terre africaine, quand il a été élu président, donc c'est en octobre 2012, tout à coup, il parle de Thiaroye. Personne parle de Thiaroye, et son premier discours, c'est Thiaroye. En fait, j'ai su que c'était des historiens africains qui, pour faire le contre-pied du discours de Sarkozy, ont dit c'est bien de parler de Thiaroye. Quoi. Donc il a parlé de Thiaroye avec cette promesse incroyable de donner au Sénégal toutes les archives que possède la France, voilà, au Sénégal. Donc là, ça m'a fait un choc. Donc j'ai repris toutes les consultations des archives, sachant que quand j'ai commencé en 2000 à fouiller les archives à Aix-en-Provence, elles étaient sous dérogation, parce que là, il y avait plus de dérogation, donc j'ai repris tout à zéro. J'ai été à Londres chercher les archives du bateau, j'ai eu accès, donc là j'ai une demande on m'a accepté la demande de dérogation pour les pièces du procès. Bref, donc en 2014, j'ai enfin compris qu'il y a eu une terrible machination diabolique qui a été mise en place pour camoufler un massacre prémédité, pour camoufler la spoliation des soldes de captivité, couvert par le gouvernement provisoire de l'époque, pour couvrir la spoliation, pour camoufler le nombre de victimes établi à 35, alors que c'est à peu près, pour moi, il manque entre 300 et 400 rapatriés qui correspondraient sans doute au nombre de victimes, jetés donc dans des fosses communes et non dans les tombes du cimetière de Thiaroye. Et puis, cette machination a abouti à la condamnation de 34 ex-prisonniers de guerre pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Donc moi, ce que j'ai fait, sachant que François Hollande devait repartir, donc faire un discours au cimetière même de Thiaroye pour les 70 ans de ce massacre. Évidemment, il n'a jamais prononcé le mot de massacre, pas encore. Enfin bon, il y a une évolution sémantique quand même que je distingue. Et donc, j'ai fait un devoir d'alerte. Donc j'ai envoyé ma synthèse. J'en ai un gros paquet là. Vous pouvez vous servir. C'est l'université qui paye. Donc, je vous ai envoyé, parce que là, c'est la déconstruction de ce mensonge d'État que vous pouvez vous servir. Donc moi, j'ai adressé cette synthèse au président de la République, au ministre de la Défense et à Christiane Taubira, garde des Sceaux, parce que comme des hommes ont été condamnés à tort, ça correspond, il fallait alerter aussi le ministère de la Justice. Et moi, je pensais naïvement que ça y est, c'était bon, quoi, que mon travail d'historienne allait être reconnu, même si il me manque un bout des archives, mais j'ai su donc en 2015 que les vraies archives étaient restées donc au Sénégal, au sein d'une caserne, mais c'est même ni classifié ni rien. J'ai eu des confidences, voilà, ça sert aussi de le battre, donc j'ai eu des confidences, et je sais donc que les vraies archives était resté donc jusqu'en 2011 dans une caserne au Sénégal, auprès des forces françaises au Sénégal, mais dissoute depuis 2011. Donc maintenant, ces archives, elles sont égarées, on va dire. Pour l'instant, on va dire égarées. Mais ça ne fait rien, j'ai réussi quand même à déconstruire l'histoire mensongère avec des archives et des rapports mensongers, parce que le problème, c'est qu'en 1944, 1945, les officiers ne savaient pas bien mentir. En 2014, 2015, 2016, 2017, nos technocrates ne savent toujours pas bien mentir. Bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, à ma grande surprise, j'avais adressé aussi donc, ma synthèse à quelques historiens qui travaillent comme moi sur Thiaroye. On se rejoint parce qu'il y en a un qui est spécialiste extérieur sénégalais de la Seconde Guerre mondiale, donc forcément il travaille sur Thiaroye.
Et à ma grande surprise, au lieu de, je sais pas, voilà, qu'on travaille scientifiquement ensemble, non, il adresse une lettre ouverte au président de la République, dénonçant mon travail partiel, mes conclusions actives hasardeuses, comme si je n'avais rien fait, etc. Et donc là, c'est très violent. Très violent. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc il y en a qui disent qu'il a été en service commandé par le ministère de la Défense, ce qui ne m'étonnerait pas. Et donc en fait, aussi surprenant que voilà, ça n'arrive jamais entre historiens, mais moi je lui ai donc dit une plainte en diffamation publique. Et en fait, c'est le 31 mars, là, dans à peine un mois, que je passe donc à la 17e chambre correctionnelle, parce que maintenant je sais pourquoi cet historien a fait cette lettre ouverte, c'est parce qu'il savait que j'allais me rendre compte que c'est lui qui a fait une fraude scientifique. C'est lui qui a procédé par omission d'archives pour rester sur cette thèse de la mutinerie de ces hommes violents, dangereux, qui avaient des revendications illégitimes. Bon, ça c'est un premier point, je vais arriver donc... Alors je tiens à signaler, parce que avec mes pairs historiens, ma plainte a été très très mal comprise. Ils ont imaginé à tort que je saisissais la justice pour dire la vérité historique. Alors je tiens à préciser que j'ai saisi la justice parce que on m'a attaqué justement parce que je m'approchais d'une vérité qui dérangeait, et je tiens à ce que la qualification de la diffamation soit, voilà, qu'elle me soit reconnue. Bon, si c'est pas reconnu, ben c'est pas reconnu. En tout cas, je saisis la justice que pour ça. Ensuite, donc ce que je peux dire, c'est que François Hollande, donc dans le... Ah, pardon, c'est rapide. Donc François Hollande en 2014 fait son discours devant les tombes. Et j'avais vu quelques jours, en septembre, donc jusqu'en novembre, en septembre, j'étais reçue par le conseiller mémoire du ministre de la Défense, qui me dit, oui, effectivement, c'est un massacre, oui, les corps ne sont pas dans les tombes, je n'ai rien demandé, c'est lui qui me l'annonce, et ensuite que, effectivement, après le discours de François Hollande, il faudrait un procès en révision. Évidemment, des hommes ont été condamnés à tort, il n'y a que la justice et le procès en révision qui permettra donc de réhabiliter ces hommes. Et donc moi j'étais très confiante, et j'ai su bien après que 9 jours après ma visite, cet entretien avec le conseiller mémoire, le ministre de la Défense signe un arrêté de dérogation générale sur toutes les archives concernant Tiaroy. Alors qu'il n'y a que les archives du procès qui étaient encore sous dérogation. On était 3 chercheurs à avoir demandé une dérogation. On ne fait pas une dérogation générale pour 3 chercheurs, ça c'est pas possible. Donc en fait, moi je vous dis que on a fait signer au ministre, je ne sais pas s'il est vraiment au courant, mais en tout cas des technocrates du ministère de la Défense qui sont absolument au courant de tout depuis longtemps, avec la liste des victimes, la cartographie des fosses communes qui sont restées donc au Sénégal, etc. C'est un arrêté alibi, un arrêté pour faire croire à la transparence par rapport à ces archives. Donc ces archives, je ne les ai toujours pas, mais je finirai par les avoir, à moins que quelqu'un de mal intentionné, très mal intentionné, les ait détruites. Et puis il y a une autre chose qui est très importante, comme j'ai cherché tous les dossiers des officiers à Vincennes, donc ça m'a pris 2 ans pour les dérogations, c'est très compliqué, et j'ai trouvé donc une sanction infligée à un officier amnistié, et je demande donc au ministère de la Défense de désocculter, non pas la sanction, puisqu'il est amnistié, je ne vais pas avoir la sanction, mais je veux avoir le fait matériel pour lequel il a été sanctionné. J'ai eu un refus, je suis passée par la CADA, je suis au tribunal administratif à Paris, et donc voilà, l'instruction est close, mais on me dit que le rôle est encombré, donc il n'y a pas encore d'audience, mais je finirai par avoir parce que ce sont les faits nouveaux qui peuvent permettre aux magistrats de la Cour de cassation de faire aboutir un procès en révision. Parce qu'un fils d'une victime, donc Antoine Abibou, qui était lourdement condamné, a déposé une requête pour le procès en révision de son père, a été rejeté au prétexte qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Mes travaux d'historienne n'ont pas suffi. Les éléments nouveaux, c'est quoi? C'est l'exhumation des corps. Moi, je sais où sont les fosses communes, mais c'est Macky Sall, le président de la République, qui peut ordonner l'exhumation des corps, parce que le terrain est sénégalais. Mais il est en suggestion avec la France, donc il attend le gouvernement de la France, qui ne lui donne pas, bien sûr. Donc il y a ça, il y a donc cette sanction qui me permettra de savoir, parce que ça peut-être qu'il y a le mot tuer, enfin on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le fait qui est donc caviardé. Et puis ces archives, forcément, ces archives cachées, ça sera le fait nouveau qui permettra de dire et de montrer aux magistrats, oui, ces hommes ont été condamnés à tort. Et il faut savoir, alors peut-être que je vais conclure là-dessus, parce que je
je tiens à dire quand même que si on arrive à un procès en révision, il n'y a pas eu de militaires amnistiés, réhabilités via un procès en révision depuis le capitaine Dreyfus. Donc, maintenant, c'est pas pour ça qu'ils retiennent les informations. Il y a des hypothèses, il y a le gouvernement provisoire, il y a De Gaulle, il y a aussi Mitterrand qui est derrière tout ça, il y a peut-être des lettres qui ne veulent pas qu'on voit, c'est possible. Mais de toute façon, ils finiront bien par... parce que moi, j'ai 20 ans de recherche, donc maintenant c'est très circonscrit. Moi, je dis que ces historiens qui ont vu les archives sont des historiens barbouzes. Il y en a un qui est chercheur associé au CNRS, donc j'ai alerté le CNRS. Ils finiront parce qu'on ne peut pas mentir à chaque fois. Moi, je sais maintenant, je reconnais leurs mensonges. Donc, voilà. Donc, ce sont des historiens qui, à la limite, c'est pas de la judiciarisation de l'histoire. Si ces historiens ont été complices d'une obstruction à la manifestation de l'administration de la vérité sur un crime commis, je ne vois pas pourquoi ils ne répondraient pas devant la justice de cette complicité. C'est grave, parce que ça veut dire que les familles attendent de savoir où sont les corps, attendent le procès en révision, et ce sont des hommes qui ont été spoliés de leur soif de captivité. Les familles ont des droits à réparation, et donc je me bats aussi pour ça, mais en tant qu'historienne, je ne suis pas militante, je suis historienne. Alors, le génocide des Tutsis du Rwanda, c'est quelque chose dont on parle encore dans l'actualité en France, y compris ces derniers mois, en particulier pour les relations entre la France et le Rwanda, qui sont détériorées sur un dossier judiciaire, les procès des Rwandais en France pour génocide. Il y a des plaintes aussi contre des militaires français pour complicité de génocide. Et pour vous dire même que c'est dans l'actualité, il y a deux acteurs clés de l'époque, qui étaient Alain Juppé et le général Dié-Tozin, qui se sont portés candidats pour l'élection présidentielle de 2017. Et dans l'actualité, il y a aussi la question de l'ouverture des archives de l'Élysée. Il y a 2 ans, elle était annoncée triomphalement, et on va voir que ces derniers mois, il y a eu non seulement des gros blocages, mais aussi un vrai accès à un certain dossier aux archives nationales et qui contiennent des choses intéressantes. Alors d'abord, il faut quand même que je rappelle un petit peu les faits, de quoi on parle. La France a voulu maintenir le Rwanda dans la zone d'influence française, et à partir de 1990, donc il y a un peu plus de 20 ans, quand les rebelles du Front patriotique, qui étaient la dominante Tutsi, ont voulu essayer de prendre le pouvoir, elle les en a empêchés, et pour ça, elle a agi militairement, diplomatiquement, médiatiquement, et surtout à partir de 1993, elle a choisi de soutenir ses amis les plus fidèles, qui étaient les militaires et les politiciens hutus extrémistes. Et donc, à partir de ce choix de 1993, on voit que le soutien aux plus durs et aux génocidaires a continué, même si de façon plus discrète, pendant le génocide des Tutsis au printemps 1994 et même encore après. Donc, il y a un enjeu de l'accès aux archives, de l'archive des décideurs politiques français et des décideurs militaires français de l'époque. C'est pour pouvoir faire un vrai travail de recherche historique et pour retrouver un peu l'enchaînement de cette période, d'essayer de vraiment comprendre qui a pris quelle décision, parce que quand on dit la France, c'est quand même très très vague, et si on arrive à identifier les personnes précises, pourquoi pas, si on détermine qu'elles ont fait des choses sanctionnables, eh bien les sanctionner tant qu'il est encore temps, c'est-à-dire tant qu'ils sont encore vivants, puisqu'il n'y a pas de prescription dans ce domaine-là. Donc Mitterrand ne sera pas sanctionné, mais à part lui, la plupart des acteurs sont encore vivants. Alors, et puis, en tant que, pour l'actualité, pour nous maintenant, c'est important d'empêcher ces mécanismes de décision de continuer et de se reproduire, et surtout qu'ils pourraient aboutir à des conséquences comparables s'il y avait des circonstances comparables. Bon, pourtant, l'accès aux archives publiques, actuellement, on a 2 verrous. Je vais essayer d'expliquer clairement pourquoi il y a 2 verrous. Le premier, c'est pour les documents les plus sensibles. C'est la classification, confidentielle défense ou secret défense. Or, une administration qui a classifié des documents peut les classifier. Et c'est comme ça que l'Élysée, en avril 2015, a annoncé l'ouverture de documents. Alors, j'insiste sur le fait que c'est l'ouverture de documents, même si beaucoup de médias ont repris l'information en disant que l'Élysée avait ouvert les documents. C'est pas du tout pareil. Parce que les archives en question parlent de milliers de pages, et en réalité, François Hollande n'en a ouvert que 83. Et on verra d'ailleurs, je vais revenir dessus, ça représentait vraiment pas grand-chose. Par contre, ça représentait le résultat quand même
de 10 ou 20 ans de grosse pression, de gros travail d'associations, de chercheurs, d'éditeurs, de journalistes pour l'ouverture de ces archives. Il y a eu un vrai gros travail là-dessus, et c'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement a décidé d'ouvrir. Et de façon beaucoup plus discrète que l'Élysée, il y a 3 ministères qui ont ouvert réellement, c'est-à-dire Matignon, Affaires étrangères et Défense, qui eux ont vraiment payé des gens pour, pendant 1 mois ou 2 mois, se consacrer à déclassifier des documents et à en faire des listes et à les donner aux archives nationales qui, elles-mêmes, de leur côté, ont regardé quels documents elles avaient dans leur possession et ont mis un tampon déclassifié physiquement sur chacun de ces papiers un par un. Donc il y a un vrai travail de ce côté-là. Et dans ces cas-là, ces documents qui sont marqués déclassifiés deviennent des documents normaux et on rentre dans la catégorie des documents normaux mais qui ont eux-mêmes leur autre verrou. C'est un autre verrou, c'est le verrou du temps. C'est-à-dire que même les documents normaux, même si l'Élysée dit « je vous les déclassifie, il faut qu'ils soient accessibles aux chercheurs », eh bien, ils restent soumis à la règle des, alors pour ces documents-là, 50, 60 ans. Et si on veut les consulter avant, il faut demander une dérogation. Alors à qui il faut demander une dérogation? D'habitude, normalement, il faut demander à l'administration qui a versé ces archives, mais pour ces archives de l'Élysée dont on parle, de la période 90-94, ce sont des archives de Mitterrand. Or, Mitterrand a donné un mandat à une personne, Mme Dominique Bertinotti. Et donc ce n'est pas le successeur, ce n'est pas François Hollande qui pourrait donner la dérogation, c'est Mme Bertinotti. Et elle a décidé, souverainement, de donner accès à certains dossiers ou pas à d'autres. Alors, la première demande que j'ai faite, elle a donné en gros rien du tout. La deuxième demande, on a été plusieurs personnes qui ici dans la salle à faire cette demande, eh bien, on a eu des dossiers partiellement, et on n'a pas eu les mêmes d'ailleurs, curieusement. C'est d'ailleurs très intéressant de comparer pourquoi elle en a eu plus que moi. Mais on s'en très bien quand même. Alors, cette pratique du mandat, la pratique elle-même du mandat, qui fait qu'une personne privée peut s'asseoir sur ce que dit Hollande, c'est-à-dire qu'elle peut dire non au président de la République, elle est au-dessus du pouvoir politique, elle est au-dessus du pouvoir législatif, parce que le mandat que lui a donné Mitterrand n'a pas de base législative, et elle est au-dessus du pouvoir judiciaire, puisqu'il n'y a aucun recours en justice contre elle. Alors là, moi j'ai fait un recours contentieux au tribunal administratif avec une question prioritaire de constitutionnalité pour que cette question-là, j'espère, puisse un jour être transmise au Conseil constitutionnel pour qu'il dise est-ce qu'une personne privée peut s'asseoir sur les 3 pouvoirs comme ça, exécutif, législatif et judiciaire. Alors maintenant, du fait que maintenant on a accès à quelques dossiers, c'est quand même très très intéressant, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, ça permet de voir quels étaient les documents qui étaient classifiés avant. Et on en retrouve de 2 sortes. Alors, est-ce que vous croyez qu'ils concernent la défense nationale? La réponse est non. On parle du Rwanda à 6000 km de là, il y a 20 ans. Ça n'a absolument aucune incidence sur la sécurité de nos frontières, de vous et moi. Par contre, il y en a un certain nombre de ces documents. La première catégorie de ces documents, c'est ceux qui protègent la décision, le secret de la décision, pourquoi nos décideurs ont pris telle ou telle décision à tel moment. Ça, c'est la première fonction du secret défense, c'est de protéger les décideurs. Et puis, la deuxième catégorie des documents, eh bien, ce sont des documents tout simplement sans intérêt. Et on ne comprend pas pourquoi ils ont été classifiés. Ils ont été classifiés de façon massive, alors qu'ils n'ont absolument aucun intérêt. À l'époque, on pouvait avoir envie de les rendre un peu confidentiels pendant 1 jour ou 2, mais le lendemain, c'était dans les médias. Donc des choses qui étaient déjà dans les médias en 1994 sont encore couvertes par le secret défense 20 ans après. Alors, on voit aussi de l'arbitraire à tous les niveaux. Il y a aussi de l'arbitraire pourquoi il y a des dossiers qui sont consultables ou pas, etc. Je peux rentrer dans les détails techniques si quelqu'un est intéressé par les consultations d'archives, mais là je vais rester sur l'essentiel. Qu'est-ce que ça donne, nous, comme information, si ce qu'on veut consulter, la partie qu'on peut consulter, ça nous permet de voir, d'abord, d'authentifier ou d'affirmer un grand nombre d'informations qui circulaient sous forme de rumeurs, ou sous forme de fuites, ou sous forme d'analyse uniquement. Là, on a des sources originales, ça permet de faire un vrai travail de vérification d'informations. Ça montre aussi en creux certaines absences. Donc, vous voyez qu'il y a des périodes où il y a énormément de documents et des périodes où il n'y a rien, et je vais revenir dessus. Mais il y a un exemple qui est intéressant, c'est pourquoi, par exemple, tous les conseillers Mitterrand ont versé leurs archives aux archives nationales comme ils le devaient, sauf les conseillers militaires. Les conseillers militaires, dans la case conseiller militaire, il y a le titre et il y a 0 document. Ça révèle aussi, maintenant qu'on peut consulter enfin les 83 documents de l'Élysée, on peut savoir que la quasi-totalité d'entre eux sont soit été non classifiés, donc Hollande a annoncé on a déclassifié, mais ils n'ont jamais été, soit ils étaient déjà connus, soit ils étaient complètement anodins, du style mais sans mémoire du président Habyarimana. Mais par contre, dans les 3 ministères, on a ceux qui donnent des informations, on a vraiment pu voir
comment les décisions étaient prises au moment du durcissement de la politique française. On peut voir comment les Français ont réagi à l'attentat du 6 avril 1994 qui a tué le président Habyarimana. Ils ont réagi de toutes les façons différentes sans se demander qui étaient les auteurs. Et là, on peut s'interroger sur la responsabilité française dans les auteurs de cet attentat. Il y a des documents qui abordent un peu un sujet très tabou, qui est la présence de soldats français pendant le génocide des Tutsis sur place. Et on peut analyser l'état d'esprit des militaires à différentes périodes, y compris pendant la période Bicécéro, où des Tutsis ont été laissés sans défense par l'armée française, et il y a une plainte actuellement contre eux. Alors, il y a aussi, outre ces informations ponctuelles qu'on peut piocher, il y a un travail de fourmi qui permet de voir les mécanismes de décision dans l'ensemble. On peut voir que c'est Mitterrand qui est la source des décisions, ça on peut le voir, malgré sa santé à l'époque, c'est vraiment lui le centre des décisions. Et lui, il fait sa politique de maintenir les pays dans l'orbite française, point final. Mais on voit aussi l'autre groupe qui décide, c'est le chef d'état-major de l'armée, l'amiral Langsade, et ses deux proches, le général Quénaud et le conseiller Mitterrand, et le général Huchon, chargé de la coopération. Voilà, ce sont eux dont on voit qu'ils influencent les politiques en leur donnant des informations fausses, puisqu'on a en même temps, on voit ce que ces militaires savaient à l'époque, ce que leur transmettent les services secrets, et on voit la différence entre ce que ces militaires disent aux politiques. Et ça, c'est vraiment un travail très intéressant, et on voit comment ils manipulent le pouvoir politique. Donc pour conclure, je voudrais quand même dire que les documents auxquels on n'a pas accès, eh bien, on peut imaginer que ce sont les plus intéressants. Il faut donc maintenir la pression pour avoir une ouverture totale, et non pas une ouverture sous condition. Et aussi, il faut faire le combat de façon générale sur le secret défense dans les différents dossiers, faire le lien entre les différents dossiers, pour travailler sur les archives, tout en sachant que dans l'armée, et en particulier au Rwanda, la majeure partie des actes qu'on reproche aux militaires français sont ceux des forces spéciales, c'est-à-dire des forces secrètes de l'armée, et qui, elles, sont probablement entièrement en dehors de tout ce qui est archive. Alors, avant de passer la parole à Bachir, je m'aperçois que j'ai oublié de vous donner une information relativement importante, c'est que, en ce qui concerne l'affaire Sankara, nous avons maintenant des archivistes qui ont fait des demandes, qui sont en contact avec notre réseau. Et il y en a un qui a eu une première livraison, donc ça veut dire qu'il y a déjà une certaine classification, et un certain nombre de dossiers auxquels il a eu accès, dans lequel il m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Et il y a une autre liste de documents, notamment qui font partie des archives de Guipen, qui ne sont pas autorisés pour l'instant. Et il y a aussi un archiviste aux États-Unis qui est en train de demander, parce qu'aux États-Unis, on peut avoir les rapports entre les diplomates français et les diplomates américains. Je crois que c'est une table ronde très intéressante dans la mesure où on va se rendre compte, vous vous rendez compte, même mais parfois je sais, qu'il y a une continuité d'adhésion d'État. Il y a beaucoup de points communs dans tout ce qui a été dit, et je pense que vous allez dire encore. Bon, je vais commencer par faire un petit rappel de la disparition de la disparition de Mehdi Ben Barka, pour un petit peu rester dans le contexte, pour voir un petit peu l'origine de ce qu'on appelle l'affaire Ben Barka. Donc mon père Mehdi Ben Barka a été interpellé le 29 octobre 1965 devant la brasserie Libre à Paris par deux policiers. À ce jour, bien sûr, la vérité n'a pas été faite sur les conditions de la disparition de ce qui était à l'époque le principal opposant au régime du roi Hassan II, mais aussi le symbole du mouvement international de la société des peuples du tiers-monde. Au moment où il a été enlevé, où il a disparu, il préparait la tricontinentale, la conférence de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, qui devait se tenir, sans lui bien sûr malheureusement, à La Havane en janvier 1966, qui devait mettre sur pied les bases de la solidarité internationale. On peut comprendre qu'il y ait une convergence d'intérêts pour sa disparition. La responsabilité politique première émane de l'État marocain, à l'échelon plus élevé, à l'échelon du chef de l'État. Pour l'exécution de la décision de faire cesser les activités de mon père, il y a une complicité. D'abord, les exécutants marocains sont au niveau du ministre de l'Intérieur et des chefs de la sûreté marocaine. Les complicités, on retrouve des barbouzes français, mais aussi des agents, un agent des services secrets français, les deux policiers qui ont été sollicités pour faire l'interpellation, mais également des complicités au niveau international. Les services secrets d'Israël et des États-Unis sont impliqués
dans la disparition de mon père. Mais là aussi, il y a également d'autres responsabilités qui n'ont toujours pas été établies. En France particulièrement, la responsabilité politique, ne serait-ce qu'au niveau de la connaissance, de la préparation de l'enlèvement, ne sont pas établies. Ce qui est certain, c'est que De Gaulle, lui, a été mis de fait accompli, mais on s'interroge sur le rôle de Maurice Papon, de Roger Frey, de responsables, déjà de leur connaissance, de la préparation de la disparition de mon père, sans parler de leur rôle pour empêcher, pour arrêter les responsables de l'enlèvement et aussi pour entraver l'action de la justice. Maintenant, ça fait plus de 51 ans que les questions essentielles qu'on s'est posées en tant que famille sont restées sans réponse. D'abord, comment est mort mon père? On ne sait pas les circonstances de sa mort. On ne connaît pas où est le lieu de sa sépulture. Bien sûr, on ne connaît pas qui sont ses assassins. Et comme je l'ai dit, toutes les responsabilités ne sont toujours pas établies. Et les raisons principales qui font qu'au bout de 51 ans, on se pose encore ces questions restent sans réponse, c'est bien sûr la raison d'État ou la raison des États impliqués, essentiellement marocaine et française, pour empêcher l'action de la justice, d'aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité. On en est aujourd'hui, il y a une plainte qui est toujours en cours au tribunal à Paris. On en est au 10e juge d'instruction. Vous pouvez imaginer les difficultés qu'ils peuvent avoir pour avancer. Bon, là maintenant, dans autour des Saint-Laurent, donc je vais faire le point sur, on fait le point sur la persistance des autorités françaises à maintenir la secret défense sur les documents qui permettraient précisément d'avancer dans la recherche de la vérité. Donc depuis l'enlèvement de l'expression de mon père, le secret défense qui couvre les découpements du SDEC, ensuite qui est devenu de la DGSE, constitue l'un des points principaux du blocage de l'action de la justice. À l'époque, on a même parlé aussi du secret de la police, du secret de la diplomatie, pour empêcher les juges de l'époque, le juge d'instruction de l'époque et même le tribunal d'avancer dans ce travail de la vérité. Alors je vais faire un petit historique. Il y a eu une première instruction en 1965 et 1966. À ce moment-là, très peu de documents étaient déclassifiés. Des documents, on dirait, sans aucun intérêt. Un document intéressant a été déclassifié. C'est un rapport de l'agent des services secrets du SDEC qui est en liaison avec les organisateurs de l'enlèvement, qui parle de son voyage au Maroc et qui parle de la décision des autorités marocaines à vouloir mettre fin aux activités de mon père d'une manière non orthodoxe. Et à partir de ce premier rapport du mois de mai 1965, il y a eu d'autres rapports du même agent, à sa hiérarchie, pour parler de l'avancée des préparatifs de l'enlèvement. On ne sait pas bien sûr quelles suites ont été données à ces rapports. Le SDEC a très tardivement reconnu la participation de cet agent, à qui il a donné l'ordre de se taire, même vis-à-vis de la justice. C'est-à-dire très tardivement, c'est-à-dire au point que tous les protagonistes de la disparition de mon père ont pu quitter la France tranquillement. Je parle des truands, les 4 truands chez qui mon père a été livré. Je parle du ministre de l'Intérieur marocain et des agents marocains qui ont pu partir tranquillement la nuit du 3 ou 4 novembre 1965. Et ce n'est que le 4 novembre que les frontières ont été fermées et que l'agent du SDEC et que les 2 policiers français ont été présentés au juge d'instruction. De Gaulle a parlé de sauver le nom des navires. Et dans sa conférence de presse, qui tourne en boucle dans les médias, il parle de vulgaire et subalterne. On oublie de dire qu'auparavant, il y avait une phrase où il a vraiment dénoncé la responsabilité marocaine au niveau de l'État marocain de la disparition de mon père, mais pour lui, au niveau français, ce n'est que vulgaire et subalterne. Et bien sûr, à partir de là, la charte de plan de la raison d'État s'est imposée et on a pu chercher que les responsabilités vulgaires et subalternes. Une deuxième instruction a été ouverte en 1975, quand j'ai déposé une nouvelle plainte pour assassinat en 1975, et c'est cette plainte-là qui court toujours, 41 ans maintenant, 42 ans presque. Alors, sous cette pénale du gestionnaire d'Estaing, refus catégorique de lever le secret défense sur les documents des services secrets. Plus que cela, on s'est rendu compte que les autorités françaises ont bloqué
des commissions rogatoires que le juge d'instruction français envoyait au Maroc. Pendant longtemps, on avait accusé les autorités marocaines de ne pas répondre à ces commissions rogatoires, et on s'est rendu compte par la suite que c'est au niveau français, au niveau de l'État français, que les commissions rogatoires ont été bloquées. Après l'élection de Mitterrand, le Premier ministre Pierre Mauroy donne l'ordre au directeur de la DGSE de communiquer à la justice le dossier en sa possession, le dossier Benbarka en sa possession. Le juge Pinceau, en charge du dossier, reçoit ces dossiers, ce qu'on lui a présenté comme étant le dossier Benbarka. Mais, sur décision du ministre de la Justice, il y a toujours un mais. Sur la décision du ministre de la Défense, Charles Hernu, les documents sont séparés en deux parties. L'une est confiée à la partie civile, l'autre couverte par le secret défense, mais heureusement mise sous scellé et gardée au palais de justice à Paris. Des documents vides, heureusement, parce que donc, ça empêche toute destruction. Même si à un moment donné, on a eu des craintes parce qu'il y a eu une inondation dans les archives, mais heureusement, ils n'ont pas été touchés. Les documents visibles n'apportent rien de nouveau. Ils sont tous postérieurs au 1er novembre 1965, donc c'est uniquement sur l'enquête interne du SDEC, mais sans apporter rien d'intéressant. Alors, malgré de nombreuses démarches, aussi bien politiques que juridiques et judiciaires, auprès des premiers ministres, Laurent Fabius, Michel Rocard, etc., effectuées par l'avocat de la famille, Maître Laurentin, malgré les demandes des juges d'instruction successifs, ces documents sont restés inaccessibles et couverts par le secret défense. Il a fallu attendre les présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy pour qu'il y ait des avancées. Les choses ont bougé avec l'arrivée de Lionel Jospin à Matignon, avec la création de la commission consultative du secret défense national. Commission qui peut être saisie par un juge qui veut lever le secret défense sur des documents. La commission consulte les documents en question et donne un avis en principe consultatif, et le politique donne une décision finale. Le nouveau juge d'instruction, Jean-Baptiste Parlos, obtient du ministre de la Défense Alain Richard, après consultation de la commission, la déclassification des quelques pistes en 2001. Mais c'est finalement le juge Ramael, en charge du dossier de 2003 à 2014, qui, sur la requête de la partie civile, qui obtient de Mme Alliot-Marie, nouvellement nommée, la déclassification de toutes les pièces restantes du premier dossier remis à la justice en 1981. Leur consultation, aussi il y a des choses qui ont été dites, n'apporte aucun élément nouveau sur le sort de mon père. Plus que cela, rien n'est justifié que ces documents soient restés couverts par le secret défense aussi longtemps. À part le fait, bien sûr, de pousser la partie civile à une perte de temps, à une perte d'effort, et aussi à maintenir un soi-disant secret sur des documents qui n'en méritent pas. Mais on s'est rendu compte après que ce soi-disant dossier Benbarka qui a été remis à la justice n'était pas la totalité de documents concernant l'affaire Benbarka. En 2010, notre avocat Maître Buteur remet au juge Ramael le nom de 80 personnes dont il pense qu'il serait bon d'obtenir des dossiers archivés à la DGSE. Des personnes qui sont en relation avec Benbarka. Je crois que demander le dossier de Gérald Oufkir peut nous aider. Demander le dossier des agents marocains peut nous aider. Demander le dossier de certains agents, de certains Français qui sont connus pour avoir participé à l'affaire et dont on sait qu'ils ont des dossiers à la DGSE, pourrait nous aider. Donc on demande que 80 dossiers soient remis. Le juge décide alors de mener une perquisition au siège de la DGSE, accompagné bien sûr du président de la commission consultative de secret défense nationale. Cette visite dure plusieurs heures, étalée sur 2 jours, le 29 juillet et le 3 août 2010. Bien sûr, c'est le président de la commission consultative qui fait le tri. Le juge, lui, n'a pas le droit, ne peut pas aller consulter directement les documents. Il indique seulement les dossiers qu'il veut saisir. Le président de la commission décide que 23 dossiers seulement peuvent être déclassifiés et concernent l'affaire Benbarka. Alors cette commission se réunit et des juges sont présidents. C'est-à-dire que sur les 484 pages saisies, 144 seulement seront déclassifiées, considérées comme utiles à la procédure. Les autres ne l'ont pas été parce que et parmi les 144 pages, bien sûr, utiles à la procédure, un certain nombre sont noircis, c'est-à-dire qu'on peut lisibles. Alors, on a demandé à l'époque au ministre de la Défense Morin puis en la Juppé d'aller au-delà de la décision de la commission et de déclassifier.
et de déclassifier l'ensemble des documents. Bien sûr, ils ont suivi totalement l'avis de la Commission. Et aujourd'hui encore, ces documents ne sont pas encore déclassifiés. Après l'élection de François Hollande, avec Maître Butin, nous avons été reçus par un conseiller de l'Élysée, puis par la conseillère juridique du ministère de la Défense, et enfin par le directeur du cabinet civil et militaire du ministère de la Défense. Alors nous avons été bien sûr écoutés très attentivement. Ce qu'on a pu constater, c'est que le conseiller à l'Élysée il n'y a pas eu de suite. Ça fait plus de 6 mois qu'on demande d'être reçu par le président Hollande, toujours pas de réponse, même pas de réponse à la demande d'audience. La conseillère juridique du ministre, on s'est rendu compte qu'il était, en guillemets, piloté par un fonctionnaire qui lui faisait la continuité, qui suivait le dossier depuis le début, et qui nous a annoncé, qui a annoncé, malgré la bonne volonté de cette conseillère, nous a annoncé qu'en fin de compte, on ne peut pas aller au-delà de ce qui a été décidé par la commission consultative du secret des forces nationales. Et aujourd'hui, le juge a fait, donc il y a plusieurs mois, le juge Paco a fait des demandes de lever, de relever suite à notre réception par le conseiller de Le Drian qui a dit qu'il allait revoir ces décisions. Et puis, donc ça fait donc, le délai de 3 mois est largement dépassé pour avoir une réponse du ministère. Il n'y a toujours pas de réponse. Voilà, je dirais du côté français, et je termine rapidement en disant bien sûr l'affaire est franco-marocaine, mais aussi la dimension israélienne et des États-Unis. Israël refuse de lever le secret défense, bien que, sur ces documents, bien qu'il y ait beaucoup d'articles de presse qui indiquent leur rôle des Israéliens dans un soutien logistique. C'est eux qui auraient fait disparaître le cadavre de mon père. Bien sûr, il n'y a aucune réponse de leur part. Aux États-Unis, la CIA a été obligée de déclassifier un certain nombre de documents qui vont de 49 à 69, qui sont consultables sur le site de la CIA. Il y a des milliers de documents. Rien que sur le nom de Ben Barka, il y a plusieurs centaines de documents. Je suis en train actuellement de les télécharger. On peut les télécharger. Sur la centaine de documents que j'ai déjà commencé à télécharger, très peu sont intéressants. Ce sont tous des scans d'articles de presse. Alors je pense aussi que la CIA, avant de rendre public ces documents, a dû faire grandement le ménage. Moi je sais qu'il y a une vingtaine d'années, j'avais fait une demande, une première tentative auprès de la CIA. Un jour j'ai reçu dans une enveloppe demi-trouée des documents. Je ne sais pas si c'est officiel ou pas. D'un intérêt historique, l'intérêt c'était qu'on savait que la CIA suivait les activités de mon père. Mais dans les documents que j'ai pu consulter actuellement sur Internet, il n'y a aucun qui a le même intérêt que ceux que j'avais déjà reçus. Et du côté marocain, il y a le même blocage. Donc il y a un partage des tâches entre le Maroc et la France. Le Maroc, depuis maintenant 10 ans, refuse d'exécuter les commissions rogatoires, sous prétexte, par exemple, qu'elle ne connaît pas l'adresse du responsable de la gendarmerie marocaine, qu'elle ne connaît pas l'adresse d'ancien agent qui était présent en France. Et puis, il y a cerise sur le gâteau. Depuis 3 mois, je suis mis en examen. Nous sommes mis en examen. Notre avocat, Maurice Butin, l'ancien juge Patrick Ramael, le journaliste Frédéric Toquin, le journaliste Joseph Tual, un écrivain Baudrillier. Nous sommes tous mis en examen par l'une des personnes qui a été condamnée en 1966 pour enlèvement de mon père, qui a été condamné sous le nom de Shtuki, le nom d'emprunt. Depuis, nous avons pu établir sa vraie identité. Miloud Tounsi, actuellement à la retraite, commissaire marocain. Et c'est ce Miloud Tounsi qui dépose une plainte collective sur 5 personnes, soi-disant parce qu'on porte atteinte à son honneur et qu'on l'a diffamé. Plainte, bien sûr, recevable en France. Il a déposé une plainte en France qui est recevable automatiquement. Et là, maintenant, nous attendons l'audience de la 17e chambre correctionnelle qui va avoir lieu dans 1 an et demi à peu près. Voilà. Juste une précision avant de passer la parole à Elisabeth Borrell, c'est que Mariam Sankara a déjà écrit 2 fois à François Hollande. La dernière fois c'était il y a 3 semaines et pour l'instant il n'y a toujours pas de réponse. Bon, alors moi je prends la parole, je suis là pour l'assassinat de mon mari, c'était il y a 21 ans, un peu plus, c'est beaucoup plus récent que toutes les situations qui ont été évoquées ici. Mais moi si je suis venue, c'est parce que je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer les textes législatifs sur le secret défense
Et c'est pour ça que moi j'ai souhaité qu'on soit ensemble, parce que je pense que si on va chacun dans son coin demander une levée du secret défense, et bien de toute façon, on va se heurter, comme ce qui vous a été dit depuis le début, à l'historique des services qui ont tous les moyens et toutes les mémoires pour savoir comment faire, et qui ne donnent jamais d'informations réelles et réellement intéressantes. Le dossier de mon mari, je pense que vous le connaissez, il était magistrat, il était conseiller du ministre de la Justice à Djibouti. On m'a expliqué qu'il s'était suicidé par le feu. On a vécu comme ça avec mes enfants jusqu'en 2002, où la justice a établi que c'était un assassinat. Et il a fallu que M. Sarkozy, le 19 juin 2007, reconnaisse la mort en service dans le cadre d'un attentat, pour que, effectivement, le regard qui avait été porté sur moi comme magistrat, mais aussi comme femme et comme mère, puisque je pense que j'ai subi pendant des années, et je subis encore aujourd'hui, le fait d'être un peu l'ennemi de la République, et je ne m'y retrouve pas du tout parce que je suis moi-même magistrat. Et j'applique la loi aux autres, mais jamais on ne me l'a appliquée. J'ai découvert, et c'est en cela que je pensais important d'être là aujourd'hui, j'ai découvert qu'en fait, quand on parle de secret d'État, quand on parle de secret défense, quand on parle de la raison d'État, on a un discours fermé. C'est-à-dire que dès le départ, on sait, les gens savent qu'on ne saura pas. Et c'est admis. Or ça, je pense que ça n'est plus possible dans un État démocratique. Moi, je suis magistrat, je suis attaché au droit. Et c'est vrai que 22 ans de combat judiciaire contre ma propre administration pour apprendre en 2015 qu'on avait détruit, que la justice, le ministère de la Justice a détruit les scellés à l'intérieur du tribunal de Paris, au palais de justice. Je voudrais que vous compreniez la violence de ce que nous avons vécu depuis 22 ans. Parce que les services, l'armée, ils ont peut-être l'habitude de la violence. Mais les familles qui n'ont rien demandé et qui la subissent pendant 22 ans, il y a un moment, elles disent assez. Assez, il faut du droit. C'est pas possible de faire autrement. Ou alors on est comme dans une dictature. Vous savez, quand je suis rentrée de Djibouti, je me suis dit, ça y est, je suis en France, le droit va prendre le relais. C'était un magistrat, c'est des collègues qui vont instruire ce dossier, ce sont des procureurs qui vont poursuivre, et ils seront à mes côtés. Jamais je n'ai eu le procureur de la République à mes côtés, jamais. Sauf le 17 décembre, enfin non, c'était au mois de novembre, mais la décision est du 17 décembre, devant la Cour de cassation en France, à Paris, l'année dernière, où effectivement la Cour européenne de Strasbourg a condamné la France, et où la Cour de cassation française a dû revenir en assemblée plénière sur la condamnation pénale de mon avocat. Oui, mon avocat avait été condamné pour diffamation, complicité de diffamation, des juges d'instruction qui n'avaient rien fait. Et la Cour européenne de Strasbourg avait dit qu'il était de l'intérêt général de mon avocat de dire publiquement, hors les prétoires, et c'est très important cette décision, parce que ça veut dire que les journalistes, ils vont pouvoir entendre un avocat hors le prétoire, et que quand l'intérêt supérieur, un intérêt général, est en concurrence avec un secret défense, peut-être, eh bien moi j'attendrai que la Cour européenne tranche sur ce point-là, et si je peux la saisir un jour, je le ferai. Alors aujourd'hui, moi j'en ai marre de subir. C'est vrai que j'ai été mise en examen aussi, que j'ai eu face à moi Maître Dupond-Moretti, qui m'a traité comme un chien, après avoir traité comme un chien mon avocat. Mais Maître Dupond-Moretti a fait ses excuses à Maître Olivier Maurice, il paraît que c'est rare. Eh bien, moi aussi j'ai été mise en examen, moi aussi j'ai comparu, moi aussi j'étais prévenue, et j'avais en face de moi l'assassin de mon mari, qui était présumé assassin, bien évidemment, puisque on ne lui avait jamais demandé ni ses empreintes, ni digitales, ni ADN. Et il était là, avec le sourire, avec son avocat, et moi j'étais prévenue. J'étais victime et prévenue.
C'est difficile, surtout quand on est magistrat et qu'on essaie d'appliquer la loi aux autres. Alors c'est vrai que moi j'ai vu dans ce dossier l'inversion de toutes les règles de droit qu'on applique habituellement dans une procédure d'instruction criminelle. Toutes. La première, c'est que la charge des poursuites, elle est au procureur, pas à la victime. Ça, c'est une règle fondamentale. Eh bien, dans le dossier de Montmarie, ça n'a jamais été le cas. Le parquet a toujours demandé des actes à décharge. Il a voulu noyer l'instruction en demandant les ADN de tous les militaires qui étaient intervenus sur les lieux. Mais on n'a même pas demandé les ADN de ceux qu'on a soupçonnés quand on les a entendus. On leur a même pas demandé. Extraordinaire. 2 juges d'instruction sont allés entendre. Les personnes soupçonnées n'ont pas eu l'idée ni de leur demander les empreintes digitales, ni même leur ADN. Incroyable. Ils ont entendu le français, ils ont oublié aussi. C'est vrai que c'était une drôle d'instruction. Et l'autre, tous les principes de droit d'une procédure criminelle, aucun n'était respecté. Au lieu d'ouvrir sur l'incrimination la plus grave, ce qu'on a rappelé récemment dans une affaire de police, on a demandé une enquête juste pour savoir si c'était un suicide ou un assassinat. On a juste ouvert pour rechercher les causes de la mort, vous imaginez? Bon, le procureur, quand il y a eu la preuve que on ne savait pas trop comment il était mort, non, il n'a pas ouvert l'instruction, c'est la victime. Quand la victime a ouvert une information, tout le monde s'est moqué d'elle, on a dit qu'elle était folle. On m'a fait passer pour folle, j'étais juge des tutelles à Toulouse. Et quand j'ai été agressée à mon bureau, la police n'est pas venue puisque j'étais folle. Après, quand l'assassinat, plus ou moins, a été reconnu judiciairement, quand les témoins se sont manifestés, à ce moment-là, on m'a agressée personnellement, à mon domicile. On a cambriolé mon domicile, on a emporté l'ordinateur où il y avait beaucoup de choses sur le dossier de Bernard, y compris d'ailleurs des jugements à titre professionnel. Mais bon, on n'a jamais retrouvé quoi que ce soit. Quand je suis victime de quelque chose, c'est tant pis pour moi. Voilà. Après, j'ai reçu des colis pas très sympathiques. On a fait évacuer le tribunal d'instance de Toulouse. J'avais des greffières qui ne voulaient plus travailler avec moi, c'était dangereux. On ne m'a jamais protégée. Je suis allée à Djibouti, transport light. Monsieur Leloir allait toujours à Djibouti avec 3 agents de la DGSE, de la DST. Moi, rien du tout. Rien du tout. Quand monsieur Parlos est parti avec moi, il m'a demandé de me faire protéger par monsieur Guélé, président djiboutien. Et là, bon. Quand on a été ensemble au palais présidentiel à Djibouti, je pense que le juge d'instruction était très inquiet. Il était très heureux que nous sortions rapidement du palais présidentiel. Je pense que le transport à Djibouti a démontré que c'était un assassinat aux experts, qui l'ont d'ailleurs écrit. Mais là, c'est pareil. Nous n'avions pas le parquet avec nous pour leur constitution. Extraordinaire. Donc, je veux dire aujourd'hui que dans ces dossiers où on invoque la raison d'État, alors pas tout de suite, parce que tant que le suicide a été insinué, distillé, donné à la presse, que on n'avait pas prouvé quoi que ce soit, là, il n'y avait pas de souci, dossier judiciaire, on s'en préoccupait pas. Mais après, non seulement on m'a attaqué, mais en plus, on a tout fait pour l'entraver, ce dossier. Tout fait pour l'entraver. Et puis, il y avait des services. Alors, les services, on les retrouve où? Un jour, j'étais à Paris. C'était pour le 5e anniversaire de la mort de mon mari. 18 octobre 2000. Et là, le tribunal me téléphone. Madame Borel, il y a quelqu'un qui vous cherche. Le colonel Sartre, responsable de l'opération turquoise au Rwanda. Et oui, Madame Borel, Monsieur Sartre, qui est maintenant ambassadeur de la France à l'ONU, il veut vous voir, il est par hasard à Paris comme vous, le 18 octobre 2000, 5 ans après la mort de votre mari. On n'arrive rien à savoir, tout va être clôturé. Et là, il veut me voir, il veut me dire des choses. Et moi, je tremble, parce que Sartre, je sais qui c'est. Sartre, on m'a dit que c'était un personnage dont il fallait avoir peur. Et je suis toute seule à l'hôtel, et il veut me voir à l'hôtel. Et moi, je ne veux pas. Évidemment. En tout cas, pas toute seule. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence par mon avocat. Puis, il me dit, je peux pas. Bon. Alors, j'appelle un journaliste, qui me dit, je serai là.
Bon, et puis ensuite mon avocat appelle le juge d'instruction, tout nouvellement nommé, M. Parlos, qui ne croyait pas du tout à toute l'histoire que je racontais. Et qui dit à mon avocat, il est hors de question que Mme Borel rencontre cet homme. Il doit venir s'expliquer devant moi. Donc vous allez nous l'amener. Bah évidemment, le colonel Sartre n'a pas voulu y aller, hein. Bon, et donc, c'est vrai que moi, je l'avais en direct, le service, là. Mais moi, je ne comprenais pas à l'époque, en 2000. J'étais complètement innocente à l'époque. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je croyais encore à la justice. Alors, je crois encore à la justice. Mais de temps en temps, il faut l'aider. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, forte de ce que j'ai vu, du fait que je sais que quand on invoque la raison d'État, il n'y a pas d'État de droit. Je dis qu'en France, maintenant, il faut qu'on établisse l'État de droit, y compris en matière de secret défense. Je ne conteste pas qu'il y ait un secret défense. Je sais, je ne le conteste pas, je sais que c'est nécessaire qu'un État se défende. Mais est-il nécessaire que ce soit l'État lui-même qui dise que c'est nécessaire? Non. Non. En Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, il y a un contrôle juridictionnel quand on invoque une classification. Pourquoi est-ce qu'en France, nous n'avons que des commissions administratives? C'est très joli d'avoir fait une commission du secret défense, d'avoir fait une commission sur l'informatique, d'avoir fait une commission sur les interceptions télé. Mais ça n'est pas possible, ça n'est pas un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état de droit, nous sommes dans un état intermédiaire entre la dictature à Djibouti, entre guillemets sur le terme puisque c'est une république, et puis l'État français qui hésite encore. Alors il faut qu'on s'unisse, il faut que les historiens y n'aient vraiment à chercher que là où il y a un secret défense. Mais là, il faut qu'il y ait un contrôle juridictionnel. Et moi, ce que je veux, c'est qu'effectivement, on avance sur ce plan-là et qu'on contraigne, dans les dossiers qui sont les plus récents, à ne plus avoir cette autocratie, cet autocontrôle de l'administration de ses propres actes. Je veux qu'il y ait un état de droit en France, comme ça existe dans d'autres États européens, et pour éviter de faire condamner la France devant la Cour européenne de Strasbourg. J'ai fini. Nous allons donner la parole à un représentant des amis de Ghislaine Dupont et de Maurice Verlon. Claude Verlon, c'est Claude. Oui, Thierry Schneider, je suis porte-parole en effet de cette association qui s'est créée il y a maintenant 3 ans, quelques mois après la disparition de Ghislaine et Claude. Ghislaine étant grand reporter à RFI depuis 25 ans et conseillère éditoriale de RFI depuis quelques semaines à ce moment-là, et puis Claude, ingénieur du son, qui l'accompagnait pour la 2e fois à Kidal, au Nord-Mali. Donc nous étions le 2 novembre 2013, et tous les deux ont été assassinés après avoir été enlevés quelques minutes auparavant, alors qu'ils préparaient des émissions sur la réconciliation au Nord-Mali. Donc nous avons monté cette association depuis 3 ans, je dirais pour rendre hommage évidemment à leur mémoire, mais aussi parce que nous avons senti très très vite que les choses n'étaient pas claires. Et aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup avancé malheureusement, ni la justice, ni nous-mêmes, ni les journalistes qui, trop peu nombreux, enquêtent sur le sujet. C'est difficile de prendre la parole après tout ce qu'on vient d'entendre, on a l'impression d'entendre des pages d'histoire comme ça successives, et pour nous, les événements sont trop récents pour avoir la capacité peut-être de prendre de la distance, comme vous le pouvez, madame, malgré ce qui vous est arrivé, et qui est dramatique, mais qui rappelle certaines choses que nous vivons depuis 3 ans. Alors, en quoi il y a des rapports? D'abord, il faut savoir qu'une enquête sur un crime comme ça, qui se passe évidemment dans un lieu particulier, qui est un lieu de guerre, l'enquête n'est pas du tout ce qu'on imagine. Je suis journaliste, et malgré ces connaissances que j'ai très sommaires des affaires judiciaires ou de l'international, ne m'aurait pas permis de comprendre qu'une enquête judiciaire sur un assassinat comme ça, c'est pas grand-chose. Une enquête, c'est une enquête préliminaire. Ce sont des agents maliens français qui se déplacent quelques jours, quelques semaines après le drame, mais qui font un travail très rapide. Et puis ensuite, quoi? Ensuite, rien. Ensuite, rien. L'instruction
L'instruction judiciaire n'a été décidée que 6 mois après. Pourquoi? Nous ne savons pas. Nous nous posons des questions. Bon, certains disent, mais bon, on a vu pire. C'est vrai, on a vu pire. Instruction judiciaire, le juge Trévidic a été nommé donc quelques mois après cette enquête préliminaire. Le juge Trévidic n'a pas pu faire grand-chose, il ne s'est jamais rendu au Mali. Il a interpellé un certain nombre, il y a eu quelques auditions évidemment de témoins. Ces auditions, la plupart de ces auditions, elles ont été faites grâce aux actions des parties civiles. Si les parties civiles n'agissent pas, il ne se passe rien, même au niveau de l'instruction, même au niveau du juge, même au niveau d'un juge comme Trévidic. Il ne se passe rien. Très peu de choses. La demande, pour en revenir au secret défense, c'est au centre de nos discussions, mais évidemment je pourrais répondre à d'autres questions ou rencontrer les uns les autres si cette affaire vous intéresse. Le juge Trévidic a demandé la levée du secret défense assez rapidement, mais parce que nous l'avons poussé à faire. Il l'a demandé assez rapidement, c'est-à-dire quand même en février ou mars 2015. Ça n'a pas avancé. Nous avons la mère de Ghislaine, avec nous, avec notre association, a écrit une lettre ouverte au président de la République qui nous a reçus en juillet 2015. Et le président nous a certifié qu'il n'y avait rien à cacher et que le secret défense serait levé immédiatement. Il l'a été 6 mois plus tard. Donc la procédure est arrivée, c'est-à-dire la commission consultative, puis ces documents qui ont été remis au juge d'instruction, c'était maintenant il y a 1 an. Que sait-on de ces documents qui ont été remis au juge? Pas grand-chose. On ne sait pas quel est le choix qui a été fait par le ministre de la Défense pour donner tel document ou tel autre. On ne sait pas quels sont les critères que la commission consultative a utilisés pour juger que tel document qui lui était remis par le ministère de la Défense était intéressant ou pas. On ne sait pas ce qu'a dit la commission consultative, en dehors de quelques informations comme ça en off que nous avons obtenues, et qui est de dire vous inquiétez pas, de toute façon tout ce qui était, finalement on accepte que tout, sauf des noms qui sont bichés, qui sont barrés parce que ça correspond à des noms des gens des barbouzes, des services de renseignement, etc. On est obligé de les croire. On sait pas. La commission consultative, c'est, si je ne me trompe pas, 3 magistrats et 3 élus, 3 députés ou sénateurs. Mais comment ils fonctionnent, comment ils décident, nous ne savons pas. Ensuite, avis positif de la commission consultative, que décide ensuite le ministre de la Défense? Nous ne le savons pas. En tout cas, le ministre de la Défense donne un certain nombre de documents au juge. Ces documents, nous les avons vus, évidemment. Ces documents sont illisibles. Bien sûr qu'il y a des pages et des pages et des pages. On ne sait pas quelle est la source. On ne sait pas de quel service de renseignement ça vient. On ne sait pas quelle est la date. On ne sait pas. Enfin, ces informations sont vraiment... D'ailleurs, bon, ça c'est peut-être l'intérêt justement quand on est une association qui regroupe en partie des journalistes, on a certaines informations qui nous parviennent, et on sait que certains militaires ont dit « mais voilà de quoi occuper le juge, voilà de quoi occuper le juge, en gros de quoi s'amuser, quoi. De quoi s'amuser. » C'est vraiment ça notre sentiment. Bon, enfin, je sais que j'ai assez peu de temps. En tout cas, ce secret défense, il pose un énorme problème, évidemment, du fait qu'on ne sait pas quels sont les critères, quels sont les paramètres, et on sait qu'il n'y a pas de possibilité pour nous, citoyens, d'avoir un droit de regard sur la manière dont on procède. Cette affaire est une affaire, évidemment, qui concerne, d'une manière ou d'une autre, les services de renseignement. Cette affaire n'a pas beaucoup avancé au niveau judiciaire. Est-ce qu'elle a avancé par ailleurs? Elle a avancé par ailleurs dans la mesure où certains journalistes ont travaillé récemment et ont fait un certain nombre de révélations. Donc il y a eu l'émission d'Envoyé spécial, que certains d'entre vous ont peut-être vu, que vous pouvez revoir en replay, il a été diffusé au mois de fin janvier, Otages d'État. C'est donc une enquête sur les négociations concernant les rançons des différents otages du Sahel, les otages d'Arlit, les otages Lazarevitch, etc.
Et cette enquête montre que les services de renseignement ont été... non seulement les services ont travaillé pour ces libérations, mais qu'on a utilisé des officines privées dirigées par des anciens barbouzes, les uns proches de la DGSE, les autres proches du ministère de la Défense, et on s'est rendu compte que ces gens-là ne sont pas d'accord. Les gens se battent entre eux, ce sont des bagarres de barbouzes, mais un point inimaginable. Avec évidemment toutes les interrogations qui viennent se greffer dessus, et on est évidemment bien placé pour nous se poser ce genre de questions, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas une spéculation sur l'argent des otages, est-ce qu'il n'y a pas de rétrocommission sur l'argent des otages, et est-ce que Ghislaine et Claude ne se sont pas retrouvés dans ces histoires à un mauvais moment, à un mauvais lieu? Ça, c'est une des solutions. L'autre possibilité est une possibilité beaucoup plus grave encore. Est-ce que Ghislaine et Claude ne travaillaient pas sur le sujet? Et est-ce qu'il n'y a pas eu une conséquence directe ou indirecte du fait que Ghislaine travaillait sur ce sujet? Et l'envoyé spécial a montré, et nous sommes aussi nous-mêmes de plus en plus convaincus, qu'il travaillait sur le sujet. La libération des otages d'Arlit a lieu 3 jours avant l'assassinat de Ghislaine et Claude. 3 jours. Au même endroit. Enfin, au même endroit. En tout cas, dans la même région. À Kidal. Il y a dans ce reportage de quoi se poser des questions. Il y a de quoi donc continuer l'enquête. Nous souhaitons évidemment que le juge se saisisse de tous ces éléments d'information pour procéder à des nouvelles auditions de tous ceux qui sont, par exemple, dans ce reportage et d'autres. Nous espérons aussi que des journalistes, ne croyez pas que parce que ce sont des journalistes qui sont assassinés, que les journalistes sont absolument passionnés par cette affaire. Malheureusement, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Ce sont des affaires en effet très compliquées, très difficiles, et Le Monde a titré il y a 15 jours sur cette affaire une enquête impossible. Pourquoi titrer une enquête impossible? 2 semaines après les révélations dont je vous parle de France 2. Non, c'est absurde. Le juge peut travailler, il a des éléments d'information qui lui permettent de travailler, les journalistes peuvent travailler aussi. En revanche, il y a évidemment des blocages au niveau de l'État. C'est une évidence totale. Nous savons aujourd'hui que le ministre de la Défense sait des choses. Et c'est probablement peut-être la réalité sur cet assassinat. Il est venu à notre Assemblée Générale l'année dernière, l'association, et il nous a dit des gentillesses, évidemment, de circonstances, et il nous a fait la moindre des choses, et il nous a dit Ghislaine et Claude ont été trahis. Il nous l'a répété 3 fois. Ça veut dire quoi? Monsieur le ministre, qu'est-ce que ça veut dire? Silence. 15 jours après, monsieur le ministre, on vous écrit, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Silence. Depuis rien, aucune déclaration du ministre de la Défense sur cette affaire. Le président de la République, à chaque fois que nous l'avons rencontré, une seule fois, mais il a répondu à des questions parce que ce sont des journalistes de RFI, donc des journalistes de RFI l'ont interrogé à plusieurs occasions depuis cette affaire. À chaque fois, il a nié le lien possible entre ces négociations de libération d'otages et ces assassinats. Lorsqu'on l'a rencontré, il l'a dit. Lorsque nous avons rencontré la secrétaire Afrique, Mme Hélène Logal, à 2 reprises, je l'ai fait personnellement, elle nous a dit non, il n'y a pas de relation. Nous découvrons au mois d'octobre, en lisant le livre, vous savez, des journalistes du Monde, ce que le président ne devrait pas lire, que 5 jours après l'assassinat de Ghislaine et Claude, 5 jours, le 7 novembre 2013, le président dit aux journalistes, ce sont sûrement les mêmes qui ont tué les journalistes et ceux qui ont enlevé Lazarevitch et Véron. Vous voyez, on est dans ce qu'on appelle, nous, un silence d'État, qui ressemble, selon moi, même si ce n'est pas dans notre discours associatif aujourd'hui, c'est un fonctionnement, je dirais, démocratique, et pour moi, c'est un mensonge d'État, clair, c'est un mensonge, il y a des mensonges dans cette affaire, il y a des choses à cacher. Le problème, évidemment, comment avancer? C'est vrai que quand je vous entends, je me dis qu'il y en a peut-être pour très très longtemps avant de trouver la solution, mais je n'en suis pas si sûr parce qu'on a une chance dans cette affaire, c'est que les barbouzes n'ont pas le même point de vue. Ils sont en train de se battre entre eux. Et qu'entre les barbouzes officiels, les barbouzes privés, etc., on va peut-être bénéficier de ces bagarres pour que les bouches s'ouvrent, on comprenne enfin ce qui a pu se passer. Merci beaucoup. Bien, vous avez vu
beaucoup d'émotions, des gens qui auraient voulu parler beaucoup plus longtemps parce qu'ils ont été restreints. Il faut les remercier d'avoir tous tenu le temps. Alors je peux vous annoncer que le fait de nous être rencontrés va probablement créer d'autres initiatives plus importantes, plus médiatisées. La première étant d'écrire une adresse collective aux candidats aux élections et peut-être d'autres choses. Et évidemment, nous vous invitons à nous soutenir dans la mesure de votre possible. Nous savons par exemple l'association Survie est bien représentée là dans la salle et qu'elle va nous soutenir. Et je vous annonce aussi que nous avons un professionnel qui a filmé la séance. Et donc vous allez avoir très rapidement un film sur YouTube. Et heureusement qu'on a ça parce qu'il aurait été vraiment dommage que notre rencontre se termine par le silence et le vide, alors que là vous pourrez diffuser massivement et faire connaître cette initiative et surtout les témoignages des gens au-delà de la seule journée d'aujourd'hui. Au nom de sortir du colonialisme, du collectif, je propose moi qu'on fasse une motion regroupant ces interventions pour provoquer, entre guillemets, même au sens propre, le ministère de la Défense en particulier sur ces questions. Je pense que ce serait une initiative, on la rédigera dans les jours qui viennent pour que ce débat soit pas seulement un petit échange entre nous, mais qu'il y ait des suites derrière, quoi. Normalement, on doit se réunir d'ailleurs juste après, donc je ne sais pas si Juliette peut nous laisser un peu de temps si les gens veulent poser des questions. C'est pas toi qui organise le débat sur le Cameroun après? Je vois rien. 10 minutes? Bon, alors si des gens... Oui, moi je voulais juste te dire quand même que par rapport à la justice, le juge d'instruction qui est censé conduire l'enquête, il faut savoir qu'il n'a pas le pouvoir de prendre connaissance des documents classifiés, alors que les policiers de la DST, enfin maintenant c'est plus la DST parce qu'ils ont changé de nom, mais eux, ils sont habilités et ils peuvent effectivement consulter les documents. Ce qui pose quand même un grave problème aussi, c'est que en fait, le policier qui agit normalement sur mandat du juge d'instruction, en réalité, c'est plus de choses que son mandat. Voilà. Donc c'est vrai que les juges sont certainement très démunis dans ces affaires, et puis je crois que ce n'est pas des affaires qui leur apportent un grand avancement. Oui, je voulais juste, pour une autre affaire, savoir si on en sait plus, c'est pour l'assassinat de Ali Messili, savoir l'implication de la France dans l'assassinat de cet avocat, et savoir qu'est-ce qui bloque aussi si on n'en sait pas plus. Merci. Ali Messili est un avocat franco-algérien qui était le défenseur du fondateur du Front des forces socialistes, Aïd Ahmed, qui est mort il y a 6 mois, qui a été assassiné par des Algériens, par des gens des services secrets algériens, qui ont pu rentrer en Algérie en toute tranquillité. Ils ont été poursuivis, mais jamais extradés, et l'affaire Messili est encore à mettre sur le compte des rapports franco-algériens, des rapports des services secrets français et du DRS algérien. Elle n'a pas avancé depuis 8 ans. Voilà. Et personne ne doute qu'elle n'avancera pas, tant que les rapports entre le DRS algérien et les services secrets français sont et ont toujours été au beau fixe. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Et j'ai une question plutôt pour Madame Morel sur votre proposition de contrôle juridictionnel sur le secret défense. Donc, vous dites ça se fait ailleurs, donc c'est faisable en France. Du coup, ce que je voulais savoir, c'est si c'est des propositions qui ont déjà été discutées, que ce soit à l'Assemblée nationale ou s'il y a des syndicats de magistrats qui se sont saisis de la question. Où on en est sur cette question-là? Est-ce que c'est quelque chose de très nouveau et très scandaleux aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a déjà une réflexion là-dessus? Alors en fait, je pense qu'on a beaucoup reculé depuis les années 90 sur ces sujets de droit.
Je dirais qu'en 1990, les magistrats du parquet, notamment, c'est-à-dire les procureurs et substituts, avaient souhaité leur rattachement au même statut que les magistrats du siège, c'est-à-dire ne pas être soumis hiérarchiquement. Or, cette proposition, qui est très ancienne, puisque je crois que c'est une des premières du syndicat de la magistrature, n'a jamais pu aboutir. D'accord ? Et c'est très difficile maintenant de la mettre en œuvre, et même de la solliciter. En tout cas, on n'a pas le sentiment que ce soit dans l'air du temps. Et pourtant, quand on voit M. Fillon accuser les magistrats de ne pas être indépendants, mais il lui appartenait de les rendre indépendants quand il était au pouvoir. Voilà, donc bon, je crois que c'est juste que c'est vraiment très très compliqué en France. Et la France n'a pas fait le choix du contrôle juridictionnel puisqu'elle a multiplié les commissions administratives. J'ai parlé tout à l'heure, alors j'ai oublié la CADA, mais sinon il y a la commission informatique et liberté, il y a la commission sur les interceptions, sur les communications téléphoniques, enfin, ou autres maintenant. Et donc la dernière, c'était la commission du secret défense, mais si vous voulez, ce sont des commissions où il n'y a pas de contrôle juridictionnel, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont nommées, et c'est encore administratif, c'est-à-dire que l'État s'autocontrôle quelque part. Alors si les magistrats ne sont pas indépendants, je veux dire que des commissions administratives, même si leurs membres et leurs présidents vous diront qu'elles le sont, moi je dis si elles sont indépendantes, autant faire un contrôle juridictionnel. C'est-à-dire des magistrats, alors, ça peut être le Conseil d'État ou autre, mais je veux dire, ça pourrait se faire sans aucun problème, sauf que c'est pas l'air du temps. Et moi, je trouve que, contrairement à ce que certains pensent en disant dans l'état d'urgence, c'est encore plus compliqué, ben non, parce que c'est à ces moments-là, justement, qu'il faut qu'il y ait un contrôle. Toutes les affaires dont vous avez entendu parler, l'affaire Ben Barka, c'était en pleine guerre d'Algérie, juste après. Enfin bon, je veux dire, c'est dans ces moments de trouble que justement il faut qu'il y ait un contrôle. Et je veux dire, il ne faut pas que la police, que l'armée dérape dans ces moments-là, parce que c'est à ces moments-là qu'on a besoin d'eux. Et c'est justement ce qui fera la différence entre les dictatures et les États de droit, c'est que ces services-là, ils seront à un moment, j'allais dire, contrôlés normalement par la loi. Et c'est là où moi je pense qu'on devra aussi demander à ce que les juges d'instruction puissent avoir accès au dossier sans passer par la commission de secret défense, quitte à ce que des pièces ne figurent pas à la procédure pénale. Mais il faut qu'ils sachent. Parce que l'assassinat d'un magistrat, l'assassinat d'un... Je veux dire, ça ne peut pas rester une affaire de droit commun dont tout le monde se moque. Quand la Cour européenne, la Cour des droits de l'homme a condamné la France, c'est ça qu'elle a condamné. C'est qu'elle a dit les États de droit n'auront aucun intérêt à cacher ces circonstances-là quand l'intérêt général est en jeu. Et c'est ça qui fait que moi je continue à me battre et je continuerai. C'est qu'on ne peut pas assassiner un magistrat, on ne peut pas assassiner et condamner des gens qui sont innocents en masse. Il y a des choses qu'un État de droit ne peut pas faire. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va essayer de faire quelque chose de commun. Voilà. Mais ça passe quand même, je pense, par les juges d'instruction aussi. Ça passe pas que par le contrôle juridictionnel et la fin des commissions administratives qu'on est en train de multiplier. Et qui d'ailleurs, dont les compétences se recoupent, hein, puisque la CADA avait dit oh bah, finalement, je suis plus, dès qu'on soulève le secret défense, je suis plus compétente, puis finalement après, le Conseil d'État a signé, mais si, vous êtes quand même compétent, donc on ne sait plus où on est là. Il y a un moment, il va falloir quand même être un peu plus rigoureux. Non, je m'étais autour-donné la parole. En fait, Elisabeth répond d'un point de vue de ce qui se passe au niveau du droit, mais on avait commencé une réflexion de la société civile, nous, différentes associations. On a eu un peu de mal à embrayer au niveau du syndicat de la magistrature, mais il y a maintenant une bonne volonté au moins qui s'est signalée. Et effectivement, dans une période aussi compliquée que celle d'aujourd'hui, où à la fois l'état d'urgence, ce qu'on dénonce et qu'on dénoncera pendant le week-end dans d'autres
dans d'autres moments, d'autres conférences, et la manière dont les politiques nationaux se comportent avec la justice également. Je pense que c'est très compliqué comme période au niveau du droit, mais c'est le moment où la société civile s'aperçoit que c'est compliqué et qu'on peut mobiliser des gens sur une réforme de certains points de droit. L'an dernier, il y avait eu un silence radio quand il y avait fait un appel au syndicat de la magistrature. Maintenant, des gens commencent à dire effectivement c'est tellement la disparition des scellés, c'est une chose inimaginable et ça a eu lieu. Ils commencent à comprendre l'état de notre justice. Je crois vraiment que c'est maintenant qu'il faut essayer de travailler pour faire bouger des professionnels, faire des comparaisons entre les différentes justices et la manière dont ça se passe en Europe. Ça ne peut passer que par des professionnels. En tant que membre d'association, on n'a pas les informations. Si on doit leur demander les informations pour analyser après, on va perdre un temps considérable. Il faut qu'on arrive à faire bouger les gens, mais il faut qu'on soit avec eux pour que ça bouge. Juste, je suis président du comité de soutien Elisabeth Borrell, et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on retrouve toujours le même problème. Récemment dans le Monde, je crois que c'est du 23 février, il y avait une grande page raison d'État de quel droit. Je vous en lis juste un passage, un extrait très court. Les opinions publiques n'acceptent plus la raison d'État comme légitime au nom d'une protection des intérêts de l'État imposés par l'État lui-même. Constate de politiste Frédéric Charillon. Nous vivons une époque de confusion et de tension entre une rationalité politique et une rationalité démocratique. C'est ça qui est en jeu actuellement. Je crois que la raison démocratique doit être quand même au cœur de notre action. Bonjour, je suis Jean Jaffé, je travaille à Londres depuis 30 ans, et je voudrais peut-être contester votre affirmation, Madame Borrell, pour dire qu'au Royaume-Uni, c'est mieux qu'en France. Et je vous donnerai par exemple deux exemples très rapides. Deux exemples très rapides, très rapidement. Les habitants des îles Chagos qui ont été expulsés à Madagascar depuis 30 ou 40 ans n'ont toujours pas obtenu gain de cause, malgré plusieurs avis favorables des tribunaux. Et puis les Marmots, qui ont été persécutés pendant le combat pour l'indépendance du Kenya, sont toujours combattent toujours pour reconnaître d'avoir été victimes et d'avoir été des compensations. Et je pense aussi qu'au Royaume-Uni, l'accès aux archives aussi parfois très compliqué. Je ne veux pas dire que c'est mieux ailleurs. Je sais qu'il y a des contrôles juridictionnels qui existent ailleurs, et j'aimerais au moins qu'on ait ce minimum-là en France. Alors peut-être c'est pas suffisant. Après bon, c'est vrai que moi je suis pas spécialiste de droit comparé. J'aurais bien aimé l'année dernière, quand on avait essayé de mobiliser, avoir des profs de fac qui puissent venir nous aider un peu. C'est vrai que moi je suis magistrat de base, j'allais dire. Simplement je suis attachée à un état de droit parce que je veux dire c'est ma culture. J'ai une formation comme ça, je me changerai pas. Bon. Je pense qu'il y a des États où on pourrait peut-être prendre effectivement des exemples sur ce qui a été fait, mais je ne dis pas que c'est forcément mieux ailleurs. Je pense que tout État a une raison d'État et va défendre effectivement un secret à un moment ou à un autre. Et ce que je dis, c'est qu'en France, il faut vraiment qu'on arrive à faire contrôler juridictionnellement cette classification. Pour moi, c'est fondamental. Ça évitera tous ces... Vous voyez, tout ce que disait... on a tous dit la même chose. On nous a tous déclassifié. Moi, j'en ai pas parlé parce que c'est pas intéressant. On nous a tous déclassifié des documents. Mais c'est pas ce qu'on voulait. On a menti à M. Jospin. Les services ont menti. Ils ont fait de la désinformation. Bon, il y avait un Corse dans l'affaire de mon mari, celui qui m'a amené devant le tribunal, qu'on soupçonne. D'accord alors, je ne sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, mais on le soupçonne. Bon, eh bien, on est allé dire à M. Jospin que cet homme était mort et que donc en France, il n'y aurait pas d'action publique. Or, cet homme, il est bien vivant. Sauf qu'on a changé le prénom. On a pris le prénom de son papa qui a eu un accident en Corse. Accident à la circulation. Il y en a beaucoup en France, des accidents à la circulation. Mais bon, voilà. Donc, si vous voulez, pour l'instant, moi, ce que j'aimerais au moins, c'est qu'on puisse demander à un État qui ne soit pas une dictature de vérifier que les documents qui sont classifiés et dont on nous dit « Ah, on va déclassifier »,
On n'en a jamais déclassifié d'intéressant. Enfin, moi j'en ai jamais eu. Et la seule chose que j'ai vue d'intéressante, c'est que la nuit de la mort de mon mari, par exemple, on a demandé les marches de l'armée française à Djibouti sur 3 mois. Et ben, tous les jours, il y avait quelque chose. Ben, pas cette nuit-là. Cette nuit-là, ils sont restés, je ne sais pas où, les militaires. Et rien n'a été fait ce jour-là. Je veux dire, c'est le silence complet, quoi. Enfin, et c'est partout, dans tous les deux. Enfin, je pense que dans tous les dossiers, on a connu ça. Moi, ce que je voudrais au moins, c'est qu'on ne puisse plus classifier un document qui n'a pas lieu de l'être. Ne serait-ce que ça. Pour qu'on réserve effectivement à la classification du secret défense le vrai intérêt fondamental de la nation. Après, comment avoir accès, ça c'est encore un autre thème, mais au moins qu'on n'ait pas ces... Et puis je vais vous dire, moi, quand est-ce que j'ai eu le document qu'on a donné à M. Jospin? Ben, je l'ai eu lors de la première déclassification. Moi, j'ai tout de suite dit, mais il raconte des âneries. Mais bon, c'était des documents qui avaient été faits bien postérieurement à la mort de mon mari. On les a jamais eu, des documents contemporains à la mort de mon mari. Mais qui avaient été faits pour M. Jospin, pour lui dire, de toute façon, à Morel et Djibouti, c'est pas grave. De toute façon, en France, l'action publique, on n'aboutira à rien, puisqu'il n'y a plus de Français en cause. Il est mort. C'est pas vrai, il n'était pas mort. Et quand je suis allée dire ça à M. Jospin, il était très, très mécontent. Pour les Maomo, en fait, il me semble que le gouvernement britannique a reconnu des exactions et qu'il y a eu vraiment réparation. Ah oui, mais ça a été acté. Maintenant, c'est fait. Et c'est un exemple qu'il faut suivre. Oui, mais en tout cas, voilà. Il y a l'Irak. Oui, là, pour aller dans le sens de ce que dit Mme Borel, c'est-à-dire qu'il faut ce contrôle de la justice sur la décision, pas de lever les documents classifiés. Là, quasiment dans toutes les affaires, qui décide de la levée du secret défense? C'est le ministère de la Défense dans beaucoup de cas. Mais sur quel type de situation? Sur des situations, ce sont des agents, des services secrets ou des militaires qui sont impliqués. Donc là, il est en même temps le juge et partie. Et on demande des commissions consultatives dont les membres ne connaissent quasiment rien des dossiers sur lesquels ils vont statuer. On demande de décider si ces documents sont intéressants ou pas. C'est pour ça qu'il est important que le juge d'instruction, qui lui suit l'affaire, connaît le fond de l'affaire, puisse dire quels sont les documents qui peuvent le servir dans sa quête de la vérité. Oui, la question des déclassifications inutiles, si je puis dire, a été évoquée, les documents déclassifiés et puis qui n'apportent rien à l'enquête, a été évoquée, mais je voudrais évoquer un autre aspect qui constitue, à mon avis, un leurre par rapport aux demandes de vérité, c'est ce qui a été pratiqué à plusieurs reprises par les autorités de l'État, qui est la remise d'archives. Par exemple, il y a 3 cas, je pense à 3 cas, l'assassinat de Ferhat Hached, donc en Tunisie, peu avant l'indépendance de la Tunisie, par les services secrets français. Eh bien, il y a eu, lors d'une visite présidentielle à Tunis, remise à son fils Nourdine Hached, soi-disant, voici les documents, voilà, par le président de la République, voilà. Et en fait, ça constitue un leurre, parce que les documents remis ne sont pas ceux qui permettent de savoir que c'est les services français qui, sous couvert de l'appellation la main rouge, avaient pratiqué cet assassinat. On peut le savoir par ailleurs, le reconstituer, mais pas dans les pièces qui sont remises. Donc ça provoque une sorte de satisfaction de celui qui reçoit les papiers avec les photocopies, mais c'est tout. Et puis alors il y a d'autres cas, il y a le cas de l'affaire Oudin, où là, le président de la République avait aussi remis à Josette Oudin des documents, et puis une année plus tard, suite à d'autres révélations et demandes, eh bien, il a dit, Maurice Audin était tué entre les mains des militaires français, ce que ne permettait pas d'établir les documents qu'il avait remis, soi-disant, l'année précédente. Voilà. Et puis, dans le cas de l'affaire de Tiaroy, il y a eu aussi remise d'archives.
ce ne sont pas celles qui permettent de reconstituer l'ensemble du scénario. Voilà. Donc c'est du bidon, quoi. C'est de la mise en scène, c'est une espèce de geste théâtral qui est destiné à couvrir le maintien du secret, me semble-t-il. Merci.